L'invité du jour. Bonjour Hakim El Karoui, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes essayiste, vous avez beaucoup travaillé sur la question aussi de l'union de l'islam de France ou de la tentative, notamment par le gouvernement, par les gouvernements successifs, d'avoir des interlocuteurs qui seraient à la tête d'un islam de France. Vous étiez dimanche à la marche, vous avez lancé une pétition pour tenter de rapprocher juifs et musulmans. Comme beaucoup, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions hier aux propos qui ont été tenus ici même par l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Je voudrais juste qu'on réécoute ce qu'il a dit. Antisémite. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, les chiffres non, sont je dis pas gonflés ou qu'ils sont faux, mais elles sont pas dévoilées, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà. Telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres. Je demande à voir, voilà ce qu'il disait. Depuis, il a présenté ses excuses, il a plaidé l'incompréhension et la maladresse. La Grande Mosquée, d'ailleurs, s'est désolidarisée de son imam. Comment vous comprenez ce « je demande à voir » ? Ça s'appelle du complotisme. Complotisme au sens où on écrit un récit qui organise une vérité parallèle que l'on remet en cause et précisément pour avoir la vérité on demande à voir et on ne croit pas le discours public, on ne croit pas le discours politique. Au début de l'interview, il a commencé par dire que les musulmans n'étaient pas présents à la marche. Il a dit nous n'étions pas présents parce que nous ne souhaitions pas être là uniquement sur les actes antisémites. C'est ce qui avait conduit ensuite à la suite de l'entretien. Il y avait des musulmans à cette marche ? Oui, il y avait, ils étaient discrets. Et vous savez, ils étaient là comme français, comme républicains et pas comme musulmans avec des banderoles. Donc, il y en avait. Est-ce que, quand vous dites qu'ils étaient discrets, pourquoi? Par volonté d'être discrets ou simplement parce que par volonté d'être un Français parmi les autres? Vous savez, moi j'étais à la marche, elle était silencieuse, il n'y avait pas de slogan, il n'y avait quasiment pas de banderole, il y avait une forme de recueillement face à la gravité de la situation pour la communauté juive et puis pour l'unité nationale. Donc, en fait, c'était franchement très simple d'y aller. Ce que ne voulaient pas les musulmans, c'est évident, c'était que cette marche soit une forme de soutien au gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'était pas du tout le cas. Donc, moi, je regrette qu'il n'y soit pas allé. Vous regrettez qu'il n'y soit pas allé. Vous avez des institutions musulmanes. Oui, vous avez écrit d'ailleurs le livre « L'islam, une religion française ». Hakim El Karoui, quand vous dites que les représentants de l'islam n'y soient pas allés et n'aient pas appelé à manifester, qui représente l'islam en France? Je vais même vous poser la question de manière très claire comme journaliste, on en parlait ce matin aussi avec Charles. Pour l'Église catholique, il y a un clergé, donc il y a des représentants de l'Église catholique qui sont reconnus comme tels par leurs fidèles. Pour la religion juive, il y a un consistoire, il y a donc un grand rabbin de France et il y a un président du consistoire juif qui représente les juifs de France. Qui représente les musulmans de France? Aujourd'hui, si on veut être juste, la vérité c'est que c'est personne. Personne, parce qu'il y a des grandes mosquées, la Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée d'Évry, la Grande Mosquée de Lyon, qui ont une reconnaissance institutionnelle. D'ailleurs, l'État leur donne l'autorisation d'émettre des cartes pour l'abattage rituel, pour le halal. La plus importante, c'est la Mosquée de Paris, qui a un rôle historique, c'est la mosquée capitale. Mais il n'y a pas d'organisation nationale, il y avait le CFCM. Le CFCM, c'était l'addition des représentants... Conseil français du culte musulman. Voilà, c'était l'addition des représentants des pays étrangers. L'islam en France aujourd'hui, c'est pas une religion étrangère. C'est pour ça que je l'ai appelé une religion française. Et par ailleurs, les gens les plus importants de l'islam de France aujourd'hui, ce sont les influenceurs. C'est des imams autoproclamés en général. Les imams, en fait, un islam sur Internet. Sur Internet, c'est l'islam des jeunes. C'est l'islam qui compte aujourd'hui. Le plus connu, il s'appelle Rachid El-Jay. Personne ne le connaît. En fait, on s'en souvient, il est connu sous le nom de l'imam de Brest. Vous vous souvenez, c'est celui dont la vidéo avait circulé. Il disait, quand on écoute de la musique, on peut être changé en singe et en porc. Il s'est recentré, ça c'est vrai, il s'est désalafisé, il a eu un diplôme, un DU de laïcité. Il a 2,5 millions de followers sur Facebook. C'est lui qui compte. C'est lui et les gens comme lui. Moi, je serais ravie d'ailleurs de pouvoir les interroger, pouvoir échanger avec eux, avoir des entretiens avec ces personnalités-là aussi, qui donc incarnent, d'après ce que vous nous dites,
une partie des musulmans de France. Est-ce que le dialogue est possible aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que, puisque la question des faits, elle est essentielle, se mettre d'accord sur les faits. Et au fond, c'est cette question-là qui a été posée hier par l'imam de la Grande Mosquée qui questionnait les faits, qui disait: je demande à voir, faut-il avoir des preuves? Ou c'était aussi une remise en cause peut-être des chiffres qui étaient donnés par le ministère de l'Intérieur, qui a vivement réagi d'ailleurs après ces propos. Peut-on se mettre d'accord sur les faits et peut-on donc avancer ensemble, chrétiens, juifs, musulmans, dans le contexte d'aujourd'hui? Bah, bien sûr qu'on peut se mettre d'accord sur les faits. Il suffit d'être rigoureux, d'être rationnel, je dirais même il suffit d'être honnête. Le problème, au-delà des faits, c'est qu'on est dans deux camps qui se font une guerre symbolique, avec une incapacité des uns et des autres à écouter l'autre, à passer par la souffrance de l'autre, à passer par l'histoire de l'autre. Les musulmans ne connaissent pas, ne voient pas bien l'histoire des juifs, notamment des juifs européens. Et ils disent, nous, on n'est pas responsables de la Shoah. Les juifs ne voient pas ou ont des difficultés à voir l'histoire des Palestiniens. C'est le slogan, vous vous souvenez, Golda Meir, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Oui, mais il y avait des Palestiniens. Et tout l'enjeu, c'est aller vers l'autre. Reconnaître les chiffres des crimes, de l'explosion du nombre d'actes de l'explosion de l'antisémitisme, c'est une façon d'aller vers l'autre. Aller manifester contre l'antisémitisme, c'est une façon d'aller vers l'autre. Mais il faut le dire aussi en disant, s'il y a des crimes racistes, à Dieu ne plaise, ben vous viendrez. Et bien sûr que vous viendrez. Parce qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui est supérieur et qui permet de se parler et juste de vivre ensemble. Et il y a des risques aujourd'hui qui sont très importants. Vous avez plusieurs fois dit il faudrait des représentants de l'islam de France, mais alors il faudrait assumer que c'est la première religion de France en termes de pratiquants. Alors, c'est décorrélé du fait de la représentation. C'est vrai qu'en termes de pratiques régulières, il y a probablement autant, si ce n'est plus, de musulmans qui sont des pratiquants réguliers que des catholiques aujourd'hui. Pourquoi l'islam a besoin d'une représentation en France ? Parce qu'il y a énormément de sujets qui ont trait à l'islam, énormément de sujets politiques, énormément de sujets, aujourd'hui, on le voit bien, de sécurité. Il y a une question de l'intégration de l'islam dans la sphère de la République. Et pour ça, il faut des gens qui servent de passeurs, qui à la fois expliquent, notamment aux jeunes, qui trouvent dans l'islam une sorte d'alternative identitaire, parce que c'est ça l'islam des jeunes. C'est pas du tout un islam de foi, c'est pas du tout un islam de croyance, c'est un islam d'identité, qui est d'ailleurs transmis pas par les parents, mais par la nouvelle génération et par les réseaux sociaux. Il faut leur expliquer que ça sert à rien d'être contre l'État, d'être contre la République. Vous parlez justement de ces influenceurs, de ces youtubeurs, de ces tiktokers. Emmanuel Macron, lorsqu'il a reçu lundi matin les représentants des différents cultes, les a appelés à ce qu'il y ait des initiatives faites en direction de la jeunesse, des initiatives notamment d'éducation, de sensibilisation justement à la réalité aujourd'hui des violences, des actes. Est-ce que ça doit passer par les tiktokers en réalité? Est-ce qu'au lieu de recevoir, comme il l'a fait à l'Élysée, les imams ou les rabbins, il n'aurait pas mieux fait de recevoir ces influenceurs dont vous nous parlez? Alors, si on veut être efficace, oui. Le sujet, c'est que en fait, l'État les connaît pas. Il les connaît, Enfin, vous les a pouvez leur donner la identifiés. liste, hein, si j'ai bien compris. Non, mais vous l'avez. l'État, il a la liste, il les a identifiés, mais il leur parle pas. Hmm. Et il leur parle pas pour une bonne raison, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont pas jugés très fréquentables. Donc, il y a une sorte de trou noir, en fait. En fait, c'est eux qui comptent, c'est pas des gens, parce que c'est vraiment, il y a une rupture générationnelle qui est très forte. Donc, c'est pas des représentants institutionnels qui souvent viennent des pays étrangers, c'est les deuxième génération, les troisième génération. Mais on a du mal à leur parler. Et moi, je pense, c'est peut-être pas à l'État d'aller leur parler, mais il faut des médiateurs qui vont leur parler. Rachid El Jed, dont je vous parlais, après l'assassinat de Samuel Paty, il avait condamné très fermement. Quand il y a eu l'interdiction du CCIF, la représentation qui était des militants de la lutte contre l'islamophobie, il avait dit l'islam ne peut pas être contre l'État. C'est quelqu'un qui vient du salafisme. Donc, le fréquenter n'est pas très simple. Mais en même temps, il s'est d'une certaine manière recentré. Donc, il faut qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, une discussion. Mais pour moi, c'est ça qui est important, c'est la responsabilité des musulmans, d'abord et avant tout. C'est pas la responsabilité de l'État. Et d'ailleurs, l'État, quand il veut faire la place des musulmans, ça se passe très mal. Après l'assassinat de Samuel Paty, Emmanuel Macron a fait, je crois, 6 ou 7 réunions à l'Élysée pour organiser l'islam. C'est quasiment le ministère de l'Intérieur qui a écrit la charte des principes de l'islam de France. Bon, ça aboutit à l'explosion du CFCM. Oui. C'est aux musulmans. Ça a été inefficace.
ça a été inefficace. C'est aux musulmans de faire le boulot et le rôle de l'État, c'est de les aider, c'est pas de le faire à leur place. Merci beaucoup, Hakim El Karoui, d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes donc essayiste, auteur de L'Islam, une religion française. Vous nous parliez à l'instant de cet imam qui a grande influence, l'imam de Brest. Moi, je lance un appel aujourd'hui. Je serais très heureuse de pouvoir échanger. Il faut aussi que l'on puisse échanger. Alors, si c'est pas à l'Élysée de le faire, au moins les journalistes, pour pouvoir justement poser des questions, interroger, et qu'ils puissent eux aussi justement dire ce qu'ils ont en tête. Merci à vous. 7h50 sur RMC.